Hello les premières G3. Alors, on va profiter un peu de cette courte semaine où je vais pas avoir forcément l'occasion d'avancer beaucoup dans le cours, puisqu'on se voit que mercredi, 2 heures dont 1 heure avec une interro. Donc, il reste la deuxième heure. Je vais peut-être en profiter pour faire autre chose. Donc, comme il reste plus beaucoup pour le cours, je vous le balance en vidéo. Et puis, comme ça, on pourra passer à autre chose dans 15 jours quand vous reviendrez. Enfin, je dis dans 15 jours, je ne sais même pas quand est-ce que vous allez revenir. En tout cas, la prochaine fois qu'on se verra, donc mercredi, interro, ensuite on fera quelque chose sur l'art. Et puis, voilà, ça, ce cours-là, il sera comme ça, il sera fini. On pourra continuer d'avancer tranquillou dans le programme. Bon, je pense qu'on avait fait ça, hein, l'âge d'or de- du milieu, du monde rural. Je crois me souvenir de vous avoir parlé de cette carte et de cette photo de cet exode rural de gens qui arrivent des campagnes complètement fauchés, hein, et qui arrivent en ville avec l'espoir de vivre une vie meilleure sans trop savoir ce qui les attend. Et donc, je vous avais dit, hein, que cette urbanisation, elle se faisait lentement, elle s'accélérait, mais c'était en aucun cas révolutionnaire, hein, ou quasiment du jour au lendemain, le monde rural se précipitait en ville. Alors, cet exode rural, il est quand même suffisamment important dans certains centres urbains, hein, et notamment donc les zones où on trouve pas mal de matières premières, charbon, minerais de fer, ou alors grands centres urbains, donc Paris et la vallée de la Seine qui amènent jusqu'au principal port français, Le Havre. Le Havre, dont on reparlera d'ailleurs, tiens, justement, dans notre petit chapitre sur l'art que je commencerai mercredi. Alors, tout ça, cet exode rural amène une accumulation de pauvreté, hein, notamment en l'occurrence à Paris, hein, avec, vous voyez, soit des logements vraiment de très bas niveau, hein, avec généralement une pièce dans laquelle vit une famille d'ouvriers que vous voyez quand même assez peuplée, hein, donc un mari, sa femme et un, deux, trois, quatre, cinq enfants. Parce que je vous rappelle, c'est pas parce euh, qu'on fait des enfants et qu'on est pauvre, hein. C'est justement parce qu'on est pauvre qu'on fait des enfants, parce que ces enfants, bah, la plupart, alors peut-être pas la petite fille là, il y a encore moins bien sûr le bébé, mais on peut imaginer que les trois autres enfants travaillent déjà, hein, et donc ces enfants sont une ressource complémentaire d'argent qui est bien utile. Je vais vous montrer, je vais vous joindre à cette vidéo deux extraits du film Germinal dont je vous ai parlé, où vous verrez d'un côté la vie des ouvriers et de l'autre côté la vie des bourgeois qui sont propriétaires des usines, et là en l'occurrence des puits de mine, et ça se passe pas très loin d'Anchin, hein, du côté de Marchienne. Vous aurez vraiment un exemple très local. Voilà, et puis on voit ici ben, ces ruraux qui débarquent et qui construisent des maisons de fortune, et qui du coup ben, forcément donnent pas une très belle image de la ville de Paris, va bloquer aussi un peu la circulation puisque ces taudis, hein, se développent de manière complètement anarchique, d'où, hein, les travaux de Napoléon III, mais je reviens pas trop là-dessus, avec donc le baron Haussmann qui va être chargé de faire de la ville de Paris une des plus belles villes, si ce n'est à l'époque la plus belle ville du monde, en élargissant les avenues, en uniformisant les habitations, euh, et pour permettre finalement à la fois de rendre la ville plus sécurisée, mais aussi à l'abri de conflits sociaux, puisqu'on va expulser en quelque sorte les populations les plus pauvres en dehors de Paris, ce qui fait qu'il ne va rester à Paris que des populations relativement aisées. Et voilà un peu la nouvelle figure, hein, de Paris à l'époque de Napoléon III. Alors, voilà, j'insiste pas dessus. Alors, il nous reste un dernier point sur la question sociale, hein, parce que vous avez bien compris, hein, que cette
urbanisation et puis cette industrialisation va générer de fortes inégalités, de fortes disparités sociales avec ceux qui possèdent les usines et qui vont devenir très riches et ceux qui y travaillent et qui ont le sentiment tout au moins d'être exploités et de vivre dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Du coup, on va rentrer dans une période de conflit hein, entre cette classe ouvrière n'a pas, qui a le sentiment de, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, à titre individuel, de ne rien représenter dans la société, mais comme ils sont regroupés dans des usines, ils prennent conscience qu'ils constituent numériquement parlant quelque chose de non négligeable, et donc ils peuvent, l'union, hein, en quelque sorte, fait la force, hein, et même si à titre individuel, ils ne représentent rien, à titre collectif, c'est eux qui font tourner les usines, c'est eux qui creusent dans les mines, et donc voilà, les patrons ont besoin d'eux. Donc ils pensent pouvoir faire entendre un petit peu leur voix. Donc c'est ainsi que petit à petit l'idéal socialiste hein, va petit à petit apparaître. On va pas faire de sciences politiques tout de suite, mais voilà, petit à petit, il y a la question sociale qui se développe, et donc d'où le socialisme, hein, c'est-à-dire voilà, essayer de répartir un peu mieux les richesses entre les possédants et ceux qui travaillent et qui font la richesse des possédants. Alors, vous avez ici, vous regarderez, je vais vous expliquer après, le budget, l'évolution du budget ben, d'une femme d'une catégorie plutôt ouvrière, hein, et on va voir que ben, finalement leurs conditions de vie ne sont pas exceptionnelles. Euh, et puis, ce qui va générer du coup des tensions sociales, avec notamment des grèves qui vont être autorisées par l'empereur. C'est pour ça qu'on parle d'empereur socialiste, c'est-à-dire que lui, il va avoir une oreille assez attentive vis-à-vis du peuple. On a déjà vu plusieurs fois, hein, je vous ai dit que Napoléon III était quand même assez proche du peuple, et il est quand même à l'écoute hein, de ce peuple qui des fois vit mal et l'exprime, et va avoir une oreille assez attentive et compatissante envers eux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions de vie du monde ouvrier sont particulièrement difficiles, hein, et parce que, ben, on l'avait vu hein, dans le cours, les conditions de travail sont difficiles, hein, le temps de travail est très très long, on démarre à l'aube, on se couche, on sort du travail le soir, donc c'est physiquement particulièrement pénible, et puis c'est dangereux, hein, il n'y a pas de normes de sécurité comme il peut y avoir maintenant, et c'est pas très très bien payé tout au moins en fonction de la conjoncture économique. Quand il y a de la prospérité, on augmente un peu les salaires, mais dès qu'il y a des incertitudes, on rebaisse les salaires. Ce qui fait que, quand vous regarderez un peu, un peu plus en détail le graphique sur le budget d'une lingère, on constate que 80% de son budget est consacré au logement et à l'alimentation. Ça ne veut surtout pas dire, c'est ça qu'il ne faut pas se tromper, hein, ça ne veut surtout pas dire qu'elle vit dans un château et qu'elle mange du homard tous les jours, hein, pour que ça lui coûte aussi cher. Ça veut dire qu'elle gagne tellement peu que bah, il y a des postes budgétaires qui sont incompressibles. Elle loue un appartement, il faut qu'elle le paye et il faut bien qu'elle mange. Et donc, quand on arrive à 80% du salaire qui est consacré au logement et à l'alimentation, ça veut dire qu'on gagne très très peu d'argent. Parce qu'on ne peut pas, ce sont des postes qui sont incompressibles. Et donc, ça veut dire que plus la part du logement et surtout de l'alimentation est importante dans un budget, ça ne veut pas dire que les gens y s'empiffrent, hein, loin de là. Ça veut dire que les gens gagnent tellement peu qu'ils ne peuvent rien, quasiment rien acheter à part le logement et l'alimentation. Un bourgeois à ce moment-là, qui va lui bouffer du homard, vous le verrez dans l'extrait que je vais vous montrer et que vous pourrez regarder dans cette séquence, bah, eux bouffent du homard, mais eux, c'est pas 80% de leur budget, hein, loin de là, c'est peut-être 20%, mais ils ont un salaire tellement plus élevé que finalement la nourriture, ça, c'est une part pas très très importante dans leur salaire qui est très 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 élevé.
Donc ne vous trompez pas, plus la part du budget alimentaire est important, plus ça veut dire que les gens sont pauvres. Et ça ne veut pas dire surtout que les gens bouffent trop. Donc au milieu du 19e siècle, une nouvelle idéologie voit le jour, ce qu'on va appeler le socialisme, hein, vous reverrez ça un peu plus tard et un peu plus précisément. Et donc voilà, on essaye d'imaginer un système de société où il y aurait plus une meilleure répartition des richesses, on va dire, entre ceux qui en profitent et ceux qui travaillent pour que ça fonctionne. Donc une société plus égalitaire, en fait. Et donc Napoléon III, il est finalement assez sensible là-dessus. Il a même d'ailleurs écrit des bouquins, L'extinction du paupérisme, hein, si on retraduit en français plus actuel, ce serait la disparition de la pauvreté. Donc il réfléchit à comment mettre en place une société où il y aurait plus de pauvres, pardon, plus de pauvres, pas plus de pauvres. Mais bon, voilà, ça c'est des sociétés idéales qui malheureusement n'existent pas. Alors, quand même, Napoléon décide d'autoriser quand même le droit de grève en France. Donc, c'est-à-dire qu'il tend la main un petit peu aux populations pauvres et à qui il estime voilà, d'avoir la possibilité de manifester leur mécontentement s'ils estiment que leurs conditions de travail sont trop mauvaises ou si leur salaire n'est pas suffisant. Alors, vous avez ici, je vous laisserai lire, mais un des théoriciens hein, du socialisme qui a conseillé hein, à un moment donné Napoléon III, et là-dessus il s'y retrouve finalement, parce qu'on pourrait dire, bah, tiens, Napoléon III, il est un peu masochiste, pourquoi il autorise la grève alors qu'il sait très bien que ça va du coup générer des conflits. Or, lui, il est plutôt adepte d'une société d'ordre. Bah, en fait, c'est ce que vous lirez là, dans les pages suivantes. C'est que, en fait, Napoléon III comme Émile Ollivier sont convaincus que bah, la grève, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant ni pour les ouvriers, ni pour les patrons. Si les ouvriers font grève, ils sont plus payés. Donc ils ne gagnent plus d'argent. Et dans Germinal, dont je vous parle assez régulièrement, qui est quand même voilà, l'exemple type hein, de ce qui peut illustrer le chapitre, c'est qu'à un moment donné, quand les ouvriers dans Germinal font grève, ils mettent en place une caisse commune, c'est-à-dire que chacun y met un peu de ses économies, les peu d'économies qu'ils ont, et qu'ils le mettent pour l'intérêt général, hein, pour que finalement les grévistes puissent tenir hein, le plus longtemps possible en ayant un peu d'argent qu'ils se redistribuent pour pouvoir voilà, manger un minimum. Et donc, faire la grève, ça veut dire que pour les ouvriers, voilà, ils n'ont plus de salaire. Faire la grève pour les patrons, ça veut dire que l'usine ne fonctionne plus. Donc finalement, les deux entités sont perdantes. Et donc, en accordant le droit de grève, ça veut dire que pour Olivier et puis pour Napoléon III, c'est forcément ouvrir le débat. Parce que ni les patrons, ni les ouvriers n'ont intérêt à ce que la grève dure. Si la grève dure, les paysans, les ouvriers vont à terme mourir de faim, hein, ils ne pourront plus payer leur logement et seront expulsés. Donc ça va détériorer encore plus leur mode de vie. Et si les patrons, leur entreprise ne fonctionne plus, bah, eux ont probablement aussi des crédits à rembourser, etc. Et donc ils ne pourront plus le faire non plus. Donc les deux seront perdants. Donc pour Napoléon et pour Louis Olivier, Émile Olivier, euh, accepter le principe de droit de grève, c'est en fait obliger les deux parties à discuter et à essayer de trouver une discussion, un point d'entente le plus rapidement possible. Donc voilà, pour eux, le droit de grève, c'est un moyen d'accélérer les négociations qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas ce droit. Donc c'est un peu, vous voyez, un peu ambigu parce que le droit de grève, on interprète toujours ça comme étant voilà l'arme des travailleurs contre les possédants. Mais là, on voit bien, et quand vous lirez le texte, vous comprendrez bien, d'un autre côté, sur le papier tout au moins,
les deux parties sont perdantes. Donc, accepter le droit de grève, c'est obliger finalement les deux parties à essayer de trouver une solution assez rapide. Voilà, donc vous voyez, hein, dans le texte, et un extrait du texte, hein, l'octroi du droit de coalition permet le droit de coalition, c'est le droit de grève. Des discussions loyales et conciliantes entre patrons et ouvriers, donc une pacification des relations sociales. Ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce qu'il y ait des grèves. Donc s'il y en a, il faut trouver des solutions rapides. Pour autant, ben, il y a des grèves qui se passent mal, et dans Germinal, c'est un exemple où ça se passe mal, et donc des fois, les grèves peuvent prendre des tournures très violentes. Je vous ai parlé hein, je crois, où certains patrons n'hésitent pas à faire appel à des travailleurs étrangers pour remplacer les grévistes, pour faire tourner l'usine sans eux. Inversement aussi, enfin, les patrons peuvent aussi faire venir l'armée, hein, la police, voire l'armée, qui n'hésite pas à tirer sur les grévistes ou ceux qui empêchent d'autres ouvriers d'aller travailler. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cette révolution industrielle, elle va contribuer, alors même si elle n'est pas, je veux dire, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas quelque chose de soudain, comme pourrait le sous-entendre le terme de révolution, mais il n'empêche que c'est un mouvement assez inéluctable qui va profondément transformer la société française, qui va vider petit à petit les campagnes et remplir les villes, des villes où vont se trouver la majorité de la population, la majorité des activités, et qui vont devenir des lieux de tension sociale entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Donc on rentre dans une société vraiment industrielle. Et d'ailleurs, sans vouloir tuer le suspense, vous avez à ce moment-là deux théoriciens, deux philosophes théoriciens politiques qui s'appellent Karl Marx et Engels, hein, qui sont qui envisagent la société d'avenir et qui disent que voilà, dans les sociétés industrielles, il va y avoir à terme une révolution parce que la majorité de ceux qui travaillent n'ont rien et la minorité de ceux qui possèdent ont quasiment tout. Donc à un moment donné, il y aura forcément une révolution qui pourrait devenir mondiale et qui fait que ceux qui travaillent et qui ne possèdent rien vont s'emparer par la force des moyens de production, donc des usines, etc., et vont devenir les propriétaires au détriment des bourgeois qui en étaient les patrons. Alors, c'est une idée qui n'est pas fausse, hein, loin de là, puisqu'elle va conditionner une partie du XXe siècle. Et en même temps, Marx et Engels sont persuadés que cette révolution qui va avoir lieu aura lieu forcément soit en Allemagne, soit en Angleterre, voire peut-être en France, parce que c'était les trois plus grands pays industrialisés à l'époque. Or, finalement, quand elle aura lieu, en 1917, elle aura lieu en Russie, dans un pays qui est très très majoritairement rural, avec finalement très peu d'usines. Donc, comment dire ça, l'avenir, il l'entrevoit, hein, Marx et Engels, avec cette société industrielle qui va vraiment se couper en deux blocs hostiles. Mais le lieu, ils vont se planter parce que ça n'aura pas lieu, contrairement à ce qu'ils pensaient, dans un pays industrialisé. Ça va avoir lieu dans un pays rural. Mais cette révolution va véritablement bouleverser le XXe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire que vous verrez en terminale. Voilà, donc vous avez un petit schéma qui résume un peu la situation. On se voit mercredi, vous avez le temps, hein, pas forcément pour mercredi de finir ça, vous pourrez le finir pendant votre long week-end. On continuera bah, notamment sur la société de la Troisième République et notamment la colonisation et le système colonial. Euh, En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et on se voit mercredi. Voilà, à très vite.